Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour le MAG avec comme invité aujourd'hui Olivier Rollot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron d'Inuit Studio. Tout à fait. Alors Inuit Studio, dans un premier temps, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est? Alors j'ai recherché et je me suis dit, d'abord j'étais très fier qu'un Lorrain en soit là. Et ensuite je me suis dit que derrière tout ça, il y avait vraiment une technologie qu'on pourrait qualifier de futuriste parce qu'on est déjà dans un monde qui nous dépasse, quoi. Alors oui, effectivement, c'est un peu futuriste, mais c'est déjà ancré quand même dans le présent, dans le sens où c'est déjà des technologies qu'on a mis en place chez des clients, en fait. Donc effectivement, on essaye de travailler sur des technologies qui aujourd'hui n'existent pas encore, mais on essaye vraiment de rendre ça concret, pas rester dans un labo. Alors on explique à nos amis téléspectateurs, on a un écran qui peut être derrière une vitrine, et juste avec le geste, on peut faire bouger les choses. Ah, tout à fait, la technologie traverse les vitres, donc ça permet effectivement de rendre interactif. Comme on le voit là d'ailleurs. Voilà, tout à fait, exactement. Là, c'était une vitrine rue Philippe II à Luxembourg, où je vais pouvoir interagir avec l'écran, l'information qui est présentée depuis le trottoir, alors que l'écran se situe à l'intérieur d'une agence. Là, on a l'impression qu'il touche la vitrine, mais il ne la touche pas. Non, voilà. Non, tout à fait. On a l'impression qu'il touche parce qu'il y a un effet un peu de parallaxe comme ça, mais non, pas du tout. Alors, avant de développer un peu plus sur votre société, moi, je voudrais en savoir un petit peu plus sur vous, parce que vous êtes plutôt jeune, vous avez plutôt déjà... plutôt pas mal réussi. C'est quoi le parcours? Moi, j'ai vu que vous aviez pas mal fréquenté Nancy au niveau des études. Ah, tout à fait, effectivement. J'ai fait mes études à Nancy, j'ai fait des études en économie et en informatique. Et puis, c'était un moment sympathique, on peut dire. Et puis après ça, j'ai décidé de trouver du travail du côté de la frontière luxembourgeoise parce qu'il y avait des opportunités intéressantes. Et vous avez travaillé chez qui dans un premier temps? Alors, j'ai travaillé dans un grand groupe informatique qui s'appelle Getronics, qui à l'époque s'appelait Olivetti, puis qui a été racheté. Et dans cette société-là, j'étais responsable d'une équipe de développement informatique. Donc vous étiez plutôt tranquille, quoi? J'étais effectivement assez tranquille. Bon, il y a toutes les contraintes, je dirais, liées à la gestion d'un groupe et de développement software, mais c'était effectivement un travail intéressant. Qui je veux dire par là que vous n'étiez pas obligé de prendre de risques, quoi. Il n'y avait effectivement pas de risque important à prendre. Pourquoi alors vous avez fait le pas? Pourquoi j'ai fait le pas? C'était quand même quelque chose qui m'intéressait. Je trouvais que pour pouvoir innover de manière libre, parce que c'était aussi une volonté d'être assez libre dans les choix, il fallait prendre ce risque-là. Et voilà, c'était quelque chose que j'avais en tête depuis un certain temps. Et puis une de mes collaboratrices m'a dit, écoute, il faut y aller. Donc ça m'a donné un peu le déclic. Elle n'a pas dit ça comme ça. Non, effectivement, c'était pour être un petit peu plus simple. Non, effectivement, on s'était un peu fâchés ce jour-là et elle m'a dit, écoute, arrête de faire le malin, c'est facile ce que tu fais, tu as des chefs de projet, des développeurs. Lancer une société serait compliqué, là tu ferais moi le malin. Et je suis allé la revoir le lendemain matin, parce que je me suis dit, effectivement, elle n'a peut-être pas tort. Je lui ai dit, ok, on y va, mais tu viens avec. Elle m'a dit, ok. Et l'aventure a commencé à se faire avec un autre associé? Avec un autre associé, effectivement, parce qu'on avait besoin d'un troisième collaborateur pour l'aspect, je dirais, développement de manière générale. Donc voilà. Donc là, vous démarrez en tant que start-up, c'est ça? En tant que start-up, donc on était 3 associés et un fonds d'investissement luxembourgeois qui a pris le pari sur la société. Et voilà, donc on est parti à 4 au total. Donc là, maintenant, vous êtes basé au Grand-Duché? On est basé à Feutz, en fait. On est toujours à EcoStart, un bâtiment du ministère de l'économie. Et voilà, entre-temps, mes associés ont vendu leur part à un fonds privé, un tarif intéressant. Et voilà, maintenant, on est 2 associés à 50-50 chez Inuit. Comment s'est passée la rencontre avec Microsoft? Alors avec Microsoft, en fait, c'est une société que je connais bien parce que depuis fin des années 90, je travaillais avec cette société-là dans le cadre de la société Getronics. Donc c'était des partenaires privilégiés avec lesquels j'avais déjà eu beaucoup de contacts techniques. J'étais allé aux États-Unis, on avait à l'époque gagné un prix en 2003 sur la meilleure application .NET. Et à ce moment-là, j'ai vraiment noué des contacts privilégiés qui m'a permis d'avoir connaissance de produits qui allaient sortir, notamment des grandes tables tactiles qu'on appelait à l'époque Surface. Et voilà, grâce à ça, ça m'a donné l'idée de créer cette société-là, de notre société Inuit, dans le cadre des interfaces naturelles, parce que je trouvais que les tables tactiles pouvaient être un bon moyen de faire de la vente à 3. Voilà, c'était Et puis il y a eu l'aventure Kinect, et là, je pense que ça a dû aussi à un moment donné, vous titiller, parce que, si j'ai bien compris, vous me dites si je me trompe, à ce moment-là, au moment où est sortie cette technologie qui est différente de la vôtre, Microsoft a cherché plusieurs
entreprises à travers le monde avec lesquelles ils pouvaient échanger, c'est ça? Tout à fait. Et vous avez fait partie de ces entreprises-là? Voilà, tout à fait. Effectivement, Microsoft a développé la technologie Kinect un peu en version bêta pour l'entreprise. Kinect, c'est ce qu'on voit là, hein, c'est ça. Voilà, Kinect, c'était de l'interface naturelle, mais à distance. C'est-à-dire que je suis entre au moins 1 mètre, probablement 2 même, et je vais pouvoir interagir avec le contenu sans toucher le contenu, mais à distance. Ma main doit être d'abord détectée, puis après ça, je vais pouvoir naviguer, bouger la souris avec ma main. Et donc là, c'est de l'infrarouge? Là, c'est une technologie infrarouge. Alors, les inconvénients de l'infrarouge, c'est que ça fonctionne qu'en intérieur. D'accord, ça ne traverse pas les vitres. Ça ne traverse pas les vitres, ça ne fonctionne pas dehors. Donc ça correspond à un certain marché, et en l'occurrence le marché du jeu. Mais c'est difficile de le mettre dans le marché de l'entreprise parce que c'est assez compliqué à comprendre pour le néophyte, le fonctionnement. Et puis il y a toutes les contraintes techniques liées à la luminosité. C'est ce qui nous a amené à développer notre propre technologie et nos propres brevets en remplacement de cette technologie-là pour un marché qui est différent, qui n'est pas le marché du jeu, mais qui est le marché du business. Alors justement, on va parler du marché du business. Ce qui est très étonnant aujourd'hui, c'est que ce que vous avez développé fonctionne vraiment avec le geste. C'est-à-dire il n'y a pas une seconde d'attente, immédiatement, il y a interactivité, quoi. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, comme sur Kinect, la notion de reconnaissance de la main est directement détectée, et lorsque je vais traverser la zone d'AirTouch, je vais pouvoir générer un clic ou un slide ou un drag and drop. AirTouch, voilà, tout à fait. Bon, l'idée, c'est de touch pour l'aspect tactile, parce que c'est la même grammaire, la même utilisation, et puis air, parce que je ne touche pas la surface. Alors, vous avez développé, si j'ai bien compris, ce programme. Vous l'avez proposé à qui en premier ? Alors, on l'a proposé à quel client en premier ? Oui. À quel client ? Le premier client qui s'est lancé, c'est une agence immobilière ici à Luxembourg qui s'appelle Innoway, qui a fait le pari d'être la première agence interactive. Et puis, immédiatement après, on a intégré la technologie dans des caissons d'abribus avec le groupe GC2Co. Et là, c'est la Banque Populaire qui a fait le pari d'être la première campagne publicitaire interactive sans contact. Donc, on est derrière la vitrine et on peut... facilement rentrer en contact avec sa banque, quoi. Avec sa banque, tout à fait. Alors on peut consulter les produits de la banque, on peut consulter avoir une série de questionnaires qui permettent de faire un profiling. On pourrait même aller jusqu'à la prise de rendez-vous, en fait, dans l'absolu. Alors pas de saisie d'informations confidentielles depuis l'écran, mais à partir d'un smartphone, je vais scanner un code et je vais pouvoir continuer mon entretien. Et les abribus, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on cherche un horaire, on fait simplement les gestes qu'il faut pour essayer de trouver... C'est ça ou c'est de la pub ? Alors là, dans le cadre de ce projet-là, c'était une campagne publicitaire. Mais on travaille avec des villes dans le cadre des villes intelligentes, des smart cities, notamment la ville de Luxembourg avec laquelle je suis en discussion actuellement, pour rendre interactifs certains abribus, alors afficher les horaires de bus, mais être aussi serviciel, c'est-à-dire par exemple permettre à l'usager de connaître quelle ligne de bus il doit le prendre pour accéder à un lieu qui se trouve distant de celui où il est actuellement. Pas mal, ça. Et vous êtes combien dans cette société ? Alors aujourd'hui on est 8 et on a 4 freelances qui travaillent avec nous, et on est amené à croître, je pense, parce que cette année on a quand même fait des très bons résultats. Le profil des gens qui travaillent avec vous, c'est essentiellement des développeurs ? Alors aujourd'hui c'est essentiellement des développeurs, des ingénieurs en informatique, et puis j'ai un business développeur et un commercial. Bon, tout ça, c'est bien beau. On est au niveau du Grand-Duché, de la grande région. Mais je pense qu'il y a aussi des choses qui vous intéressent de l'autre côté de l'Atlantique. Vous n'êtes pas encore allé dans la Silicon, pourtant vous étiez invité ? Voilà, effectivement, on a été invité à la Silicon Valley. J'y suis pas allé parce qu'il n'y avait pas réellement de marché immédiatement pour nous. Mais en fait, on lance la V2 de notre technologie avec notre constructeur Umilab, qui est un constructeur parisien, au CES à Las Vegas. Donc je vais me rendre effectivement aux États-Unis là, le 6 janvier. Un peu avant même d'ailleurs, pour lancer officiellement notre produit et trouver des revendeurs, ce qu'on appelle des resellers, sur le marché américain. Donc une fois que vous avez la technologie, vous, ce qu'il vous faut aujourd'hui, c'est des constructeurs, quoi. Il faut que des grands groupes, qu'ils soient Samsung ou autres, commencent à s'intéresser à vous pour que vous puissiez prendre votre élan. C'est tout le challenge est là. Effectivement, nous, aujourd'hui, on est une start-up. On a vraiment développé, je dirais, une technologie, un logiciel qui fonctionne bien. Par contre, le produire à grande échelle, c'est un peu compliqué pour nous. On ne va pas commencer à construire une usine. Donc, le challenge, c'est de trouver effectivement un constructeur comme Samsung. Je me suis rendu dans le cadre d'une mission économique avec le ministre de l'économie au Japon et en Corée. Et en Corée, j'ai rencontré le headquarter de Samsung qui nous a reçus avec leur équipe R&D. On a discuté des brevets, on a discuté de la manière dont on pourrait travailler ensemble, et il y a un intérêt pour intégrer notre technologie dans leur dalle, dans leur écran,
directement et que Samsung produise directement la technologie. Quand vous dites que vous étiez avec le ministre, c'était avec Étienne Schneider, c'est ça, le ministre de l'économie. Et vous avez un soutien du Grand-Duché en tant que start-up? Est-ce que vous avez eu des aides au début? Alors effectivement, on a eu des aides sur la partie R&D, recherche et développement, et on a pu financer une partie de ce développement et notamment de la technologie AirTouch grâce à des aides d'État qui permettent justement d'aider les startups à produire en fait une technologie sans avoir vraiment de pression immédiate de chiffre d'affaires. La difficulté d'une startup, c'est de en même temps produire une technologie mais en même temps être rentable. Alors si on peut postposer un petit peu le temps de rentabilité grâce à des subventions et des aides d'État, c'est quelque chose qui est assez idéal pour l'entrepreneur. Qu'est-ce que vous pensez du Technoport? Parce que hier nous avons fait une émission consacrée au Technoport avec son développement. C'est un bel outil aussi. Hein. C'est un bel outil le Technoport. Donc nous, EcoStart, en fait, c'est intégré au Technoport. Oui, donc on est au Technoport. C'est un bel outil qui permet de rencontrer d'autres entreprises, donc de faire de l'échange. Et puis aussi faire un lien avec le monde universitaire, hein, parce qu'il y a aussi des labos comme le Centre Henri Tudor, avec lequel on a des dialogues. Donc ça permet vraiment, je trouve que c'est un bon terreau pour l'entrepreneur et pour la technologie. Vous allez avoir un contact facile avec la nouvelle génération. Vous leur dites quoi? Lancez-vous, bougez-vous, faites des choses. La preuve, je suis en train de réussir. Alors oui, la jeune génération, je la recrute plus pour le moment. Mais oui, effectivement, c'est effectivement une vision un petit peu différente, je dirais, de celle qu'on peut avoir 10-15 ans plus tard. Hein. Mais oui. Je pense se lancer, je dirais, dès qu'on sort des études, c'est quelque chose qui ne me serait pas venu à l'idée, pour être précis au départ, moi. Mais avec le recul, je pense que c'est quand même une bonne approche. Il faut essayer, il ne faut pas avoir peur de se tromper, je crois, clairement, parce que le risque est quand même faible. Je pose toujours deux petites questions. La pire nuit et la plus belle journée depuis le lancement de tout cela, c'est-à-dire depuis que vous êtes aux affaires, quel était le moment où vraiment vous avez passé une nuit épouvantable et le jour où vous avez dit « ouais, super, belle journée ». Alors, je dirais la pire nuit, c'était... c'est une question intéressante. la pire nuit, je pense que c'était lorsqu'on a implémenté la technologie en test à Londres avec JCDecaux et on a rencontré une problématique qu'on n'avait pas du tout imaginée dans notre labo, liée à l'orientation de l'abribus, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, et ça prouvait que la technologie à ce moment-là ne pouvait pas marcher correctement, alors qu'on était déjà fortement engagé. Ah ouais. Et je dirais la meilleure journée, c'est l'implémentation début juillet en abribus à Metz avec JCDecaux de la technologie, parce qu'on avait trouvé des solutions techniques qui permettaient de faire fonctionner parfaitement bien la technologie. Donc voilà, je dirais vraiment c'est les deux stress, parce que pour nous le mobilier urbain est un marché aussi assez important. Forcément. Et c'était quand même tout l'apport de notre technologie, c'était de fonctionner en extérieur. Il fallait que ça marche bien et maintenant c'est le cas. Alors vous avez toujours une longueur d'avance, vous bossez sur quoi? Vous allez me dire, oui, non, je ne peux pas le dire, mais franchement, vous avez bien déjà un truc en route là, non? Alors comme je disais, vous êtes bien informé. Effectivement, je vais lancer là, une nouvelle start-up en avril dans le domaine de l'art, en fait, une plateforme qui va permettre de connecter les artistes avec leur base de fans et leur permettre donc d'avoir un meilleur échange et pourquoi pas de plus facilement vendre leur production. Voilà, je ne vais vraiment pas rentrer dans les détails. Une phase bêta va être lancée là en janvier et puis en avril on devrait passer en production. Vous êtes installé au Grand-Duché de Luxembourg parce que c'était plus avantageux pour vous, parce qu'à un moment donné vous étiez sur trois pays, vous étiez Belgique, France, Luxembourg. Luxembourg c'est plus facile, c'est plus... Alors clairement, quand on a créé la société, j'ai vraiment regardé ce que pouvait proposer chaque pays. Le Luxembourg était très avantageux en termes de support d'aide, mais aussi en termes de marché. C'est un petit marché plus facilement adressable, dont les décideurs sont très proches. Et discuter avec le directeur de la banque Raiffeisen, par exemple, c'est quelque chose d'assez facile. Discuter avec la directeur de BNP en France, c'est plus compliqué. Donc c'était vraiment intéressant sur tous ces plans-là. En préparant cette émission, je suis tombé sur des questions un peu personnelles qu'on vous posait, notamment la femme idéale que vous aimeriez rencontrer. Vous dites, si elle avait les oreilles en pointe, elle aurait clairement un avantage. Vous l'avez rencontrée? Alors, je l'ai rencontrée, elle n'a pas tout à fait les oreilles en pointe, mais effectivement. Mais oui, c'était un petit peu pour faire de l'humour, mais effectivement, c'était par rapport aux elfes. En fait, je trouvais que c'était assez gracieux, un elfe, donc voilà. Merci beaucoup, Olivier Rolot, d'avoir pris un peu de temps pour nous. À très bientôt. Merci, à vous aussi. Et bon courage. Merci. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine, bien sûr. Bye bye, merci.